La présentation que je propose est intitulée Co-design, design social, pour faire la différence entre ces deux termes qui sont souvent confondus. Et tout particulièrement, l'objectif est de voir s'il y a, au-delà des définitions, des démarches qui permettent de transmettre le mode opératoire, euh, non seulement de lire les acteurs et les différentes pratiques, mais surtout, s'il est possible, d'arriver à définir des procédures qui permettent d'identifier les acteurs et d'avoir quelque chose qui s'apparente d'un mode de recherche fondé sur la pratique. Pour faire ça, la première chose, ça sera de donner des définitions et notamment de revenir un tout petit peu aux racines des différents termes et les acteurs les plus importants. Dans un deuxième temps, il y aura effectivement plutôt une analyse de quelques cas, parfois connus, parfois moins connus, euh, qui s'appuient sur ces démarches de co-design. Et à la fin, il y aura la présentation d'une expérience donc conduite avec les étudiants de l'école d'architecture de la Villette euh, pour appliquer non seulement une forme d'architecture participée, je vais revenir sur la définition exacte, mais surtout pour comprendre s'il est possible d'avoir une méthode itérative, de manière à pouvoir asseoir une forme de recherche par le design. Je le dis tout de suite, cela reste largement à discuter, même après avoir fait plusieurs expériences. Pour commencer, il y a une différence entre ce que l'on appelle design social et le co-design. Le design social est une démarche qui existe surtout depuis la fin du 19e siècle, c'est-à-dire au moment où, avec l'industrialisation, on s'est tourné vers des productions qui n'étaient pas industrielles, euh, et ce donne le travail de l'architecte, de la ville ou même des objets. Et l'objectif était, en revenant à des pratiques moins industrialisées, de redonner de la valeur à l'action de faire. Donc, sur le social design, il y a une lecture récente euh, qui résume un tout petit peu ces expériences qui sont toutes liées autour des deux termes participation et empowerment, donc capacitation. Euh, donc le livre a été édité, c'est-à-dire il est sous la direction d'Angeli Sachs et il est très intéressant parce qu'il présente justement toutes ces expériences qui sont extrêmement très riches et dont on peut fixer un tout petit peu l'origine à l'activité de Morris dans son atelier qui était essentiellement voilà, une manufacture, en effet, pour utiliser un terme exact. Alors, cette activité, par sa volonté de changer la société, d'inverser les règles, était effectivement une immersion dans l'action. Et il s'agit bien sûr de quelque chose de tout à fait intéressant, mais dans les limites
réside dans le fait de ne pas avoir vraiment une méthode et même quelque chose de transmissible. Alors, une première tentative de traduire toutes ces pratiques en quelque chose d'un tout petit peu euh, cadré, et puis surtout dans la volonté d'inverser la manière, par exemple, de faire du projet, a été fixée par Design Tools, une expérience italienne qui s'est déroulée sur 2 ans, de 1973 à 1975, dont le manifeste a été publié dans la revue Casabelle. Et c'est une expérience à laquelle ont participé différents architectes, euh, Super Studio, qui était un groupe d'architecture radicale, mais aussi d'autres architectes comme Branzi, Dalisi euh, ou bon, Adolfo Natalini ou l'artiste Ugo La Pietra. Alors l'idée était de dire que Design Tools était une école, la nouvelle école d'une architecture faite avec les habitants, une architecture faite avec les autres. Et l'idée de cette école, la caractéristique, était qu'elle était une forme de euh, nouvelle manière d'apprendre en faisant, c'est-à-dire des attitudes architecturales étaient fondées sur un engagement et se traduisaient par des actions, par le faire. Et cette école avait l'ambition non pas d'informer les élèves, mais de les former. L'idée de la construction, donc de l'acte architectural, devient fondamentale, comme dans deux exemples. Le premier à Sambuca en 1974, qui était un petit bourg au centre de l'Italie qui subissait un abandon du centre historique et une prolifération de sa banlieue. Et Adolfo Natalini et Ugo La Pietra interviennent dans le village, accompagnent les personnes qui habitent encore le village et qui ont un savoir de maçon pour remettre en état le centre du bourg et de cette manière-là transmettre une forme de partage et apprentissage de la culture commune, non seulement celle du maçon, mais aussi celle de l'architecture ordinaire comme patrimoine. Un autre exemple, c'est donc Riccardo Dalisi, qui avait commencé avant Design Tools ses expériences, notamment avec les enfants d'un rione, un quartier de la ville de Naples très populaire. Et Riccardo Dalisi, il a continué ses expériences bien au-delà de Design Tools. Euh, il s'agissait de sortir l'enseignement de l'architecture de la faculté d'architecture et de l'amener dans la rue à partir de l'idée que l'architecture devait se fonder sur une logique de technologie zéro, low-tech, ce qui aurait permis de reconsidérer tout le mode constructif. Et le travail avec les enfants donnait lieu non seulement à des expérimentations qui étaient comme des jeux, mais à un vrai questionnement sur pourquoi construire et pour qui. Toutes ces expériences étaient donc extrêmement immersives, mais la tentative de faire école et avoir des méthodes, procédés, procédures, s'arrête
en 1975 et l'expérience Design Tools en reste là. Cela dit, ce mouvement qui a été extrêmement connu en Europe et même au-delà de l'Europe, car il faisait partie du mouvement de l'architecture radicale, a eu d'autres influences, même parce qu'il était à la convergence d'autres mouvements. Euh, En effet, cette expérience a été un peu parallèle au mouvement de contestation sur la manière de faire architecture qui avait pris forme en Angleterre, euh, à des mouvements qui se trouvaient surtout chez des artistes comme Joseph Beuys en Allemagne, et le tout était fondé sur l'idée qu'il fallait faire avec. Ce qui va donner lieu à quelque chose, une première préfiguration. Donc, elle avait été théorisée en 68, mais réalisée plutôt dans les années 70, d'architecture de participation, dont un des théoriciens est encore un Italien, Giancarlo De Carlo. En effet, la différence avec toutes les personnes qui se questionnaient sur ces choses parmi les architectes, et ils étaient nombreux, euh, c'est que là où les autres, comme le montre le document qui est à l'écran, qui est un document qui a été produit en France, là où les autres, effectivement, avaient une réflexion générale sur comment être plus pluridisciplinaire ou comment intervenir dans l'environnement de la construction avec une volonté écologique, Giancarlo De Carlo tout de suite pose la question d'associer les futurs habitants à la programmation. Donc, il réalisera différentes architectures de cette manière et peut-être l'exemple le plus connu, c'est la programmation et le projet de l'université d'Urbino en Italie qui a été faite avec les futurs étudiants. Et puis ça a donné lieu à un livre qui a été édité beaucoup après, donc l'architecture de la participation. Si du côté des architectes, il s'agit de plonger dans une expérience différente du projet en associant les personnes, il faut se rappeler qu'en même temps, les sociologues ont une réflexion qui est ancienne, car elle commence avec l'école de Chicago et qui se poursuit dans les années 60 et qui est marquée par un article important de Arnstein en 1963 sur les différentes échelles effectivement de la participation, concertation, euh, association au projet, collaboration au projet. Tout cela va donner lieu à beaucoup d'expériences qui seront conduites et qui généralement présentent la richesse de offrir un lieu aux personnes pour s'exprimer, mais souvent cela s'arrête à des propositions. C'est la fameuse méthode aujourd'hui des post-it, qui fait une accumulation, mais qui ne génère pas de projet. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que le design social est une pratique immersive qui vise à produire quelque chose, même si elle manque de méthode, tandis que la méthode, par exemple, toutes les réflexions sur l'urbanisme participatif, la concertation, ce sont des vraies méthodes proposées par des sociologues, mais qui sont plutôt des prismes d'observation et qui ne vont jamais jusqu'au projet, parce que ce n'est pas leur objectif. Et du coup, l'idée
qui va émerger au fur et à mesure est de comment structurer une méthode qui part effectivement de l'action. Alors, c'est une question qui traverse vraiment euh, beaucoup de pays, beaucoup même d'écoles d'architecture, et qui est portée par un vrai engagement social, écologique, qui marque un vrai changement dans la société. Pour essayer de définir toutes ces démarches, qui donc sont assez anciennes, il y a eu une plateforme qui a été créée par Jeremy Thiel qui s'appelle Spatial Agency. Alors, la réflexion de Spatial Agency a été celle de regarder, d'avoir un regard rétrospectif, notamment sur toutes les démarches qui sont déjà identifiées par des actions, des practices, des projets depuis les années 60. Et la différence qui commence à faire sortir du discours de social design, du design social, et aller à proprement parler vers le co-design comme possible démarche pour explorer une situation, est marquée par le changement de terme. Donc, pourquoi, du point de vue théorique, spatial agency? En effet, jusqu'à là, on a utilisé le terme architecture alternative. Et la réflexion de Jeremy Thiel est que ce terme alternatif contient une forme d'opposition entre ce qui est fait par l'architecte et puis l'autre qui subit, entre guillemets, ce projet. Mais même lorsqu'on l'associe, à partir du moment où il y a cette dualité qui est contenue par le terme alter, ça veut dire qu'il n'y a pas à proprement parler quelque chose d'organique. Et puis, l'autre terme, donc architecture, il est porté par une histoire trop longue, trop hiérarchisée, trop technique pour pouvoir quelque part euh, comporter aussi un changement total de valeur euh, comme il serait souhaitable. Ainsi, le terme utilisé est spatial agency. Donc, spatial parce que ça permet de sortir du terme architecture et de parler d'une expansion radicale de ces architectures qui d'ailleurs vont souvent avoir être appelées design. D'autre part, agency dépasse les pratiques, mais ça devient quelque chose qui peut être traduit par le terme, il y a deux traductions, à la fois adjonctivité et d'autre part agencement. Le terme agency a été utilisé pour parler justement de la démarche architecturale, même pour se substituer à la démarche architecturale, a été utilisé dans la revue Footprint en 2009. Avec ce double terme, spatial agency, on rentre, on va dire, épistémologiquement dans quelque chose qui dépasse les limites de l'architecture et là où déjà le terme design veut dire autre chose que simplement concevoir un objet, peu importe l'échelle de l'objet. Cela permet d'être dans une logique que, qui est inspirée de Bruno Latour et qui est plutôt du fait de mettre en scène le design, construire avec
et ne plus avoir une valeur qui est simplement celle de l'objet final, mais d'avancer la valeur du projet dans sa démarche. Pour transformer donc toutes ces expériences de Spatial Agency en quelque chose de partageable, l'idée n'est pas, pour Jeremy Thiel, n'est pas de donner une méthode, mais de proposer une plateforme, différentes actions, par exemple, celles qui sont identifiées, il y en a beaucoup, hein, mais celles de l'atelier Free Rural Studio, qui est une équipe taïwanaise qui intervient en situation d'urgence, ou l'équipe sud-africaine Asiye Etafuleni, ce qui veut dire euh, apporte les idées sur la table, apporte les choses sur la table, qui a été effectivement une démarche utilisée pour associer les personnes à un projet urbain euh, qui comportait la disparition d'un marché pour créer une voie rapide et un rond-point, donc quelque part pour associer les personnes à des choix politiques. Donc toutes ces démarches font partie d'un ensemble de démarches parmi lesquelles il y a des choses même très construites. Par exemple, il y a Amateur Studio, vous avez le travail de Ant Architecture, il y a différentes actions quelque part, les différentes agencies qui se retrouvent dans cette plateforme, et l'idée est qu'elles peuvent être cartographiées, unies par des thèmes intéressants, plutôt que être simplement des méthodes isolées. On peut les associer et avoir une première forme de typologie. D'ailleurs, cette démarche qui est vraiment fondée sur la création d'un euh, comment dire, un framework, donc un objet interface, on la retrouve aussi dans des démarches françaises très connues, comme celles qui sont proposées par la prof par 7, sans rentrer dans toute l'histoire de la prof par 7, qui vient au terme d'un travail conduit depuis très longtemps par Patrick Bouchin, qui a donc réalisé beaucoup d'expériences d'ordre différents, des projets éphémères, euh, des projets plutôt politiques. L'idée avec l'approche par 7 intéressante par rapport à la méthode est celle d'offrir une interface dans laquelle on peut retrouver les projets à travers effectivement des caractéristiques, donc les échelles, les thématiques, les méthodes qui sont utilisées sur le terrain et les outils. Les outils, par exemple, comportent des journaux de bord, des documents administratifs, des retranscriptions de réunions publiques, c'est-à-dire on essaye de composer des archives d'éléments qui seront des boîtes à outils permettant de comprendre les logiques de ces projets. Donc cette tentative déjà de donner une typologie, on va dire, ce qui permet d'aller vers une forme de euh, recherche, euh, permet de passer donc de la logique du design social, c'est-à-dire immersif, visant surtout au débat, au co-design. Alors, le premier pas du co-design a été dans les années 60 l'émergence du design thinking, qui a permis de sortir de la logique du design comme production d'un dessin
et de le décaler vers la notion de démarche. Ensuite, une autre réflexion importante a été conduite par Palen en 1980 à peu près, euh, en disant que les designers sont engagés dans une réforme euh, des, des pratiques. Et ce sont ces expériences qui ont conduit pour la première fois à utiliser le terme qui a été traduit en français par maîtrise d'usage. À partir de là, il fallait effectivement comprendre ce que le design pouvait signifier et la définition de Buchanan en 92, que le design a trait à quatre ordres: les signes, les objets, là où par objet on n'entend pas nécessairement euh, un objet matériel. Un objet peut être l'interface, un objet peut être une storyboard, voilà, les actions et les interactions. Donc on fait sortir vraiment définitivement le design de quelque chose, d'une pratique qui vise à la formalisation. Et dans les théories de Frey, on pousse encore plus loin. Le design pourrait être prospectif parce que ça pourrait permettre de modifier les habitus, c'est-à-dire de s'inscrire dans une flèche temporelle qui modifie les comportements. Et dans l'objectif, dans le meilleur des cas, ça serait d'introduire à des pratiques plus, on va dire, sages et sobres. Lucy Kimball, que je cite parce que je montrerai plus loin un exemple du travail qu'elle a conduit, définit donc le co-design comme le design de l'après-design, car il a un rôle qui est complètement loin simplement du projet. C'est plutôt l'idée de créer de nouvelles connaissances, des nouvelles significations, des nouveaux objectifs, des nouveaux outils, euh, de toujours considérer une forme de vérification, euh, de proposer, parce que design c'est vraiment dans le sens proposition, avec des, des objets ou des choses qui sont en relation. Donc il y a cette idée d'interaction qui devient centrale. Et puis on va au-delà de l'évaluation, on le verra plus loin, parce que elle rentre à proprement parler dans une démarche active. Ainsi, le design devient presque toujours une idée de co-conception qui peut être, et souvent a été, utilisée par les productions, on va dire, dans les entreprises, là où on a surtout réfléchi aux démarches de production. C'est la raison pour laquelle toutes ces expériences qui sont nées de la pratique de architectes et designers euh, sont reprises par des théories qui sont plutôt liées à la gestion, entendu comme discipline universitaire. C'est parce qu'on peut donc les utiliser dans des logiques de production. Et notamment, c'est le cas dans les théories de l'innovation ouverte de Van Hippel, où, qui aboutissent, par exemple, au schéma de Koskinen, donc designer finlandais, en 2011, sur lequel on voit quelque part une nébuleuse qui se dessine autour du design, où le co-design fait partie de quelque chose qui est plus qu'un outil, quelque chose qui permet d'observer
les expériences. Alors, très rapidement, un travail de terrain qui a été conduit dans ce sens et qui est encore vraiment euh, dans la culture de cette architecture participative. Donc, c'est la thèse de Florent Chiapero qui fait partie du collectif ETC et à partir de son travail, plus le travail d'autres collectifs, il a essayé de construire des schémas. Ce qui est intéressant pour la recherche, c'est que donc l'action qui était jusqu'à là très immersive et organique, ici est vue avec une certaine distance. Et donc il a mis en place des matrices. La première mythogénique, la deuxième constructive, la troisième politique. Qu'est-ce que cela veut dire? La première a surtout trait à tout ce qui est narratif autour du projet. Et ça peut être effectivement le dialogue, le projet qui est apporté par les architectes du collectif, les souhaits des personnes qui sont associées au projet. Et ça donne lieu à différentes productions. La deuxième matrice, celle technique, est celle qui met en œuvre, à proprement parler, euh, des, la manière de construire. Donc, il y a à la fois une question sur les processus de projet et sur les acteurs, et il analyse les différentes actions ou objets produits en essayant effectivement de voir s'il y a des interférences entre ces éléments. Et la troisième matrice, celle politique, elle est plutôt intéressante car effectivement, elle n'est pas linéaire, mais elle montre comment il y a différents flux d'informations et comment finalement les productions sur la droite sont souvent assez isolées. Et il a résumé tout ça dans un tableau dans lequel différentes actions qui avaient été conduites par le collectif sur la gauche sont analysées au regard de ces trois matrices et la conclusion que vous pouvez deviner d'ailleurs par la troisième colonne de la troisième matrice est que finalement, malgré l'engagement certain de ces collectifs, un empowerment à longue durée, c'est-à-dire une vraie capacité à inverser la logique du projet, n'est pas vraiment atteint et que la partie mythogénique au début, donc tout ce qui est lié plutôt à la, quelque part au récit qui est autour de l'action, à la fois en amont et puis celui qui accompagne, est plus fort que les retombées a posteriori. Cette analyse est intéressante pour deux choses. La première, c'est la capacité effectivement à représenter par des schémas les différentes phases avec les acteurs. C'est très utile dans les démarches d'arriver à voir et bien décrire. Et puis la deuxième est que cette démarche assez intuitive, qu'on peut critiquer par ailleurs, hein, c'est une proposition de thèse, arrive à un constat qu'on partage de manière intuitive, c'est-à-dire que entre la bonne volonté des actions et la possibilité d'itération et transmission, il y a quand même des vraies différences et des vraies difficultés. D'où l'utilité de créer malgré tout des méthodes. Alors, on va analyser un cas où on a tenté de construire un schéma, notamment dans le cas de régénération et résilience. Alors, ce petit aparté sur régénération et résilience, car les deux termes
sont souvent mélangés. Euh, en, en effet, ils constituent une démarche proche, mais la la régénération finalement se réduit surtout à une intervention ponctuelle qui devrait en théorie redonner de la valeur à une ville, tandis que la résilience est un terme qui fait plutôt référence au système et donc met en jeu différents acteurs. Pour expliquer cette différence, on peut partir effectivement de deux démarches qui ont lieu sur la même ville. Donc, c'est la ville de Detroit. Tout le monde a lu beaucoup de choses sur la ville de Detroit, qui a été la première ville, on va dire, post-industrielle, qui a subi une crise dans laquelle les trois quarts de la ville, effectivement, avaient été abandonnés. Et dans un premier moment, il y a eu une volonté de la mairie d'accompagner les actions, mais ces actions ont été surtout portées par des acteurs privés, même par des banques, et cela a permis une première transformation de la ville. Detroit est devenue une ville créative avec des interventions artistiques, quelques bâtiments visibles, mais tout cela en parallèle a déterminé toute une série d'autres problèmes qui sont venus s'ajouter déjà à la crise de la ville. Ainsi, un projet a été mis en place dès 2010, le Strategic Framework, dans lequel il y avait différents acteurs, notamment des associations. Donc nous sommes encore dans le cas d'un projet porté par des acteurs privés. Et il y a eu par exemple Detroit Summer, qui était une association. Ici, l'expérience que je présente est portée par des acteurs qui ont été désignés par la municipalité comme community manager. Et donc on la voit dans l'image à gauche, la personne qui est responsable du projet. Et donc le projet voulait être une forme de capacitation des acteurs jeunes dans le projet urbain. Pour ce faire, la forme qui a été choisie était celle du jeu vidéo ou de l'interface numérique qui permet d'inventer des histoires et notamment de créer des futurs pour la ville. Donc, il y a eu au total sur toutes les expériences 170 000 teenagers qui sont intervenus, ce qui est plutôt intéressant parce que c'est un public cible très difficile à motiver dans ce type de démarche. Donc, ils ont contribué à partir à haut à gauche d'un plan base qui a été proposé. Ils ont donc inventé des récits qui devaient répondre à différents objectifs qui se trouvent sur la colonne de droite. Donc, connecter les personnes, donner plus de valeur à l'espace vert, mettre en connexion les différents quartiers de la ville. Et toutes ces différentes propositions ont été mises à la discussion d'habitants, c'est l'image en bas à gauche, et ensuite il y a eu des expériences qui n'ont pas été faites à l'échelle de la ville, c'est là la différence, mais sont faites simplement à l'échelle de chaque quartier. Elles sont testées pour voir comment elles fonctionnent et
au fur et à mesure, on voit, voilà l'image, si elles peuvent donner lieu à des actions à une plus large échelle. Et au fur et à mesure, on essaye d'identifier les acteurs. Donc ça marche essentiellement, cette expérience, avec l'idée du récit, du partage de récits et l'usage d'outils numériques, ce qui permet au moins d'identifier des outils, des acteurs. Dans ce cas, donc, présence des jeunes. Et puis, donc, ça a donné lieu à différentes expériences, notamment celle des jardins partagés, mais pas seulement. Alors, une autre expérience, c'est là, en Angleterre, plus opérationnelle, et celle qui a été donc conduite par Lucy Kimball. Alors, dans ce cas, il y a eu un accord qui a été fixé avec l'État. L'expérience a été conduite par les personnes qui font leur service civil. Et l'idée était de créer des nouveaux métiers à partir du co-design et du service civil, c'est-à-dire les personnes euh, du service civil devenaient des formes d'agents publics capables de montrer comment créer tout un dispositif. Donc, effectivement, on voit un tout petit peu sur l'image de haut à gauche une idée de deux, un double volet. D'une part, la partie plus créative, et puis à droite, plutôt les objectifs. Et l'idée était aussi d'avoir des supports dessinés qui permettent aux personnes de se saisir de l'avancement du projet, d'où effectivement ce graphisme assez particulier, mais qui montre d'une manière extrêmement claire euh, au moins la volonté de certains processus. Et effectivement, cela donne lieu à différentes choses, donc think tank, blogueur, complexité, voilà. Mais l'idée vraiment intéressante est que tout ça se fasse selon des protocoles qu'on va voir, voilà, et qui permettent d'avoir d'une part une forme d'exploration de la question, pas nécessairement du problème, ensuite l'exploration des différentes solutions et le fait de réétablir un cadre a posteriori pour voir si le projet était bien pensé. Alors, la première expérience, donc celle qui a été faite, où les acteurs, pour les synthétiser, sont à la fois ces agents du service civil, les personnes qui sont directement concernées. Dans ce cas, effectivement, ce sont les personnes qui travaillent au ministère du Travail et le ministère, enfin le secrétariat d'État à la santé. Nous sommes en Angleterre, donc les termes ne sont pas les mêmes. Ensuite, le troisième acteur, ce sont les personnes qui travaillent dans les administrations, et le quatrième acteur, ce sont les élus. Donc la démarche commence toujours par les questions, ce qui est fait, les ressources. Et ensuite, la deuxième étape est une recherche dite ethnographique. Ça, c'est une démarche moins habituelle. Elle consiste en documenter en écrivant
d'une manière très fine. Et la description n'est pas seulement la retranscription d'un entretien, mais c'est aussi le fait de retranscrire le contexte, les ambiances d'une manière assez précise pour donner non seulement l'échange, mais aussi le lieu dans lequel ça se passe. Donc vraiment une démarche ethnographique. Et puis, d'autre part, c'est ethnographique parce qu'il faut faire parler les personnes non seulement de ce qu'ils souhaitent, mais peut-être inscrire euh, leurs souhaits dans tout leur, tout leur cours de vie et d'habitude, c'est-à-dire à chaque fois les lier à une appartenance par rapport. Et c'est là où ensuite il y a l'apport scientifique, c'est-à-dire on demande à des personnes d'intervenir avec des statistiques, ou sinon de toute manière, même sans avoir des personnes, on a recours à des statistiques pour essayer de comprendre si ces données scientifiques correspondent ou peuvent servir d'appui à des propositions de projets. À partir du croisement donc entre les souhaits et les données scientifiques, il y a un autre débat auquel participent plusieurs acteurs. Donc, ce sera les personnes du service civil, les agents publics, donc à partir du travail qui est fait, pour essayer de voir s'il y a des intuitions de travail qui sont donc resoumises à un groupe d'usagers, ce qui va donner lieu à proprement parler à une phase de co-design qui est ici plutôt liée aux politiques publiques. Donc, elle se traduit plutôt par des textes écrits sur les différents services qui pourraient être mis en place. C'est-à-dire, on définit d'une manière précise le prototype du projet. Et à partir de là, tous ensemble, les acteurs imaginent les phases suivantes qui comportent, par exemple, l'échange avec le politique et puis l'accompagnement par la personne du service civil jusqu'à la présentation du politique, par exemple, au Parlement. Donc il y a une vraie chaîne de projets réels qui se fait car elle aboutit souvent à des validations. Une toute petite chose donc, pour résumer sur la méthode, il y a quelque chose d'assez cadré, donc c'est une démarche plutôt inductive. Ce qui est intéressant, c'est dans la deuxième phase, celle là où il y a effectivement design, co-design à proprement parler, il y a une place importante pour la notion de abduction, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des intuitions qui naissent et la deuxième phase permet de les valider juste éventuellement à leur application dans un cas réel. Alors, à partir de ça, et toujours en s'appuyant sur les schémas de Lucy Kimball, euh, avec une collègue de la Villette et avec les étudiants de la Villette, nous avons fait une tentative euh, qui est intéressante et je la présente là aussi très rapidement pour les questions qu'elle a suscitées quant à la méthode. Et notamment, je vais revenir pour terminer sur donc, la possibilité de dire qu'on a une forme de recherche par rapport à ça. Donc, on est parti de la méthode Field Studio, qui est une méthode effectivement qui est mise en place. Ce sont des protocoles d'action fixés par Lucy Kimball. Et donc ça a été avec les étudiants du groupe de projet de Master 2. Alors, déjà, les objectifs fixés sont d'une part comprendre quel est dans le dispositif le cadre de l'action,
le background et puis effectivement un tout petit peu quel est tout le contexte. Et par rapport à ça, la première action était une forme de exploration. Euh, la deuxième étape, c'est comment faire. Et du coup, il fallait dans cette partie essayer explorer ce qui fait sens pour les personnes qui sont interrogées et qui sont invitées à faire du projet. Cela veut dire que quelque part, il ne faut jamais poser la question d'une manière directe. Par exemple, si on veut, dans le cadre qui a été le nôtre, que je vais détailler rapidement plus loin, euh, imaginer la transformation d'un logement, la question n'était pas ajoutons une pièce, mais qu'est-ce que vous faites, de quoi vous auriez vraiment besoin, ce qui portait souvent à effectivement avoir le dessin de quelque chose. Donc vraiment l'idée de faire sens était, et ce qui compte était vraiment central. Ensuite, il y a eu effectivement les méthodes, et donc je vais montrer tout de suite les petits schémas sur lesquels on s'est appuyé pour créer nos propres méthodes. Et à la fin, il y a effectivement les ressources et puis, alors, on peut dire pas vraiment les résultats, euh, mais les productions et les démarches, et qui ne sont jamais définitives, puisqu'il faut être plutôt dans des logiques de itération. Alors, le premier schéma qui a été utilisé était celui effectivement assez ethnographique, on va dire, de recréer le contexte dans lequel les individus se trouvent. Alors, ce qui est intéressant dans ces démarches de co-design, c'est que normalement, même s'il y a un défaut de représentativité, on s'appuie davantage sur les individus que sur les groupes ou les associations ou les représentants d'associations. Euh, Car effectivement, on imagine que la diversité des approches des individus peut conduire à des résultats qui sont peut-être plus inattendus que ceux voulus par une association qui a déjà structuré sa logique et son discours. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a, et là aussi c'est assez classique, une démarche de storyboard. Alors, en effet, celle-là, dans notre cas, a été séparée en 3 storyboards. Il y a eu 3 projets successifs. Le premier qui a été fait à partir des premières discussions avec les acteurs. Ensuite, un projet qui a été remis en discussion, on le verra avec des outils opérationnels, euh, c'est-à-dire de co-dessin, de co-projet. Et puis le troisième qui est une forme de dialogue avec d'autres acteurs, ce qui permet de réouvrir la question, le projet, et de le prolonger, voire de faciliter son appropriation. Pour effectivement synthétiser tout ça avec des tableaux, il était possible de voir quelque part, de bien définir ce dont il était question, et la proposition allait dans le même sens. Elle prolongeait quelque part toute cette discussion en essayant de comprendre finalement ce qu'il y avait vraiment de nouveau et d'intéressant. Alors, donc le projet a été fait avec l'appui de la mairie de La Courneuve, et tout particulièrement la participation d'un groupe d'enfants de l'école qui se trouve
à l'intérieur de la ZAC, qui était donc l'objet d'étude, la ZAC de la Convention à la Courneuve. Et donc, il était question de travailler sur les logements avec, d'une part, les enfants de l'école, ensuite, pour essayer d'associer d'autres regards dans la deuxième phase, les enseignants de l'école, qui étaient souvent aussi des habitants, et parce que tous les enfants, évidemment, habitent dans ces logements. Et puis, il y a eu une ouverture aux parents des enfants qui ont réagi eux aussi sur le projet. Et puis le tout s'est terminé avec une présentation publique dont on a vu l'affiche qui a été faite dans un café à des politiques et puis aussi à d'autres habitants. Donc il y a eu au moins 4 phases de travail. À chaque fois, ça a été intéressant parce que, outre la discussion simple, il a fallu inventer des outils. Donc, pour la première phase, par exemple, l'idée était de créer vraiment des jeux, comme ça avait été fait d'ailleurs dans le cas de Detroit, même si c'était des jeux de euh, matériel, mais l'idée de passer par des supports non professionnels a été utilisée aussi dans d'autres cas avec des adultes, et c'est sans doute ce qui correspond au mieux. En deuxième phase, il fallait être encore plus dans le projet, pas seulement le fait de parler, vraiment de mettre la main à la pâte. Et c'est là où il y a eu différentes tentatives. Alors, effectivement, un projet immersif avec, on le voit, le masque 3D, ou des choses plus classiques avec des collages, ou carrément du travail avec des maquettes sur lesquelles les enfants pouvaient intervenir. Et du coup, à partir de ces différents allers-retours, je montre simplement un des différents projets qui ont été faits. Ça a changé complètement à la fois la manière de penser le projet pour les étudiants, mais surtout en retour de comprendre comment l'analyser et comprendre surtout la quantité d'acteurs qui sont partie prenante dans un projet qui à l'apparence est celui simplement d'un logement et en réalité devient un projet à proprement parler urbain, car les enfants, avant de conduire, et même les autres interlocuteurs, les enseignants et les parents des enfants, avant de nous conduire dans leur logement, nous ont fait passer dans la ville. Donc cela a nécessité une remise en question de tout ce qu'on avait imaginé simplement par rapport à l'architecture, une réouverture et du coup l'adaptation qui a été faite par exemple par ce groupe est voilà un tout petit peu les objectifs et puis essayer un tout petit peu de voir la situation, la proposition et les effets. Bon, d'abord à l'échelle de la ville, et du coup, il y a eu un jeu donc, qui a été inventé pour faire parler d'une manière plus précise les enfants, car ils exprimaient des choses, mais encore une fois, ce n'étaient pas des choses précises. La deuxième étape a été donc, comme je l'ai dit, une capacité à les faire intervenir directement. Donc, ce sont eux qui ont dessiné certains choix au moins au niveau du quartier, ce qui a permis ensuite de voir les différents acteurs et puis essayer de voir toujours les intentions et les effets. Et puis, à la fin, finalement, après tout ce long travail
sur l'extérieur, ils ont fini par parler de choses qui étaient liées à l'intime, c'est-à-dire au mode de vie, et du coup cela a permis de réfléchir au projet de logement, non seulement par rapport effectivement donc aux espaces, mais en relation avec leur histoire de vie, leurs habitudes, et de ce fait, il y a eu vraiment une autre manière, quelque part, de voir les projets. Donc, pour terminer, si du point de vue du projet, la démarche de co-design est tout à fait intéressante, car elle réouvre quelque chose et elle permet de redessiner à proprement parler un design, et notamment les phases de co-design extrêmement opérationnelles avec les différents acteurs ont permis de remettre en discussion les logiques avec lesquelles on a l'habitude de concevoir. Du point de vue de la recherche, cela a été intéressant car euh, ces fiches et ce protocole permet au fur et à mesure de bien comprendre et séparer pour la compréhension. Après, on a une vision synthétique, mais au début, les acteurs, les différences entre ce que l'on attend des différents acteurs, d'inventer des processus, non seulement les tester, mais aussi les confronter à des publics de plus en plus savants pour essayer effectivement de voir quels sont les leviers à modifier. Mais du point de vue de la recherche à proprement parler, c'est-à-dire quelque chose qui peut être euh, transmissible, on est resté quelque part plutôt dans une phase de questionnement, dans le sens où le co-design est très intéressant pour donner à voir la démarche, et c'est dans ce sens-là où il faut l'utiliser, car il va plus loin que la simple démarche de post-it. Ça permet de donner à voir de l'invisible. Euh, Par contre, sur la possibilité de l'utiliser d'une manière définitive, c'est vrai qu'il y a encore quelques doutes, euh, et il faut ensuite avoir un vrai travail épistémologique, plus long à conduire sur chaque étape. Par exemple, la notion de dialogue qu'il peut y avoir, l'analyse du discours, l'analyse des actions. Donc, on va dire, tout l'outillage euh, argumentatif reste quand même à construire en s'appuyant sur des références théoriques qui sortent du design et qui font plutôt référence au travail des sciences humaines et des sciences sociales. Mais comme démarche d'exploration, le co-design est intéressant. Et donc, pour en discuter ou des questions, voilà, je reste à votre disposition.